Bonjour Antonine. Nous sommes le mardi 7 avril et aujourd'hui est un grand jour. La progression de notre réflexion va nous permettre de prendre le large par rapport à notre actualité. Les consignes de confinement nous ont été communiquées par les pouvoirs publics au travers des médias, qu'il nous suffise de les respecter jusqu'à la date prévue et plus encore si nécessaire. Mais rien ne nous oblige pendant ce laps de temps qui nous est offert de participer à cette espèce de psychose médiatique qui, minute après minute, tend à tenir les esprits par les chiffres. Ces chiffres, toujours nus, qui dénombrent obsessionnellement les morts et les malades à travers le monde. Ce n'est pas la première fois que j'utilise le terme psychose pour décrire l'attitude des pouvoirs politiques et médiatiques actuels. Je le trouve particulièrement adéquat, car il désigne, je cite la définition du dictionnaire, une affection psychique grave dont le malade n'a pas conscience, affection caractérisée par une désintégration de la personnalité et accompagnée de troubles de la perception, du jugement et du raisonnement. Fin de citation. Il s'agit donc d'une perte de contact avec la réalité qui se marque par une crainte et une préoccupation excessive. La psychose est du domaine de la psychologie dans son aspect clinique, mais sa définition rejoint une préoccupation foncièrement philosophique et politique. On ne peut en effet diagnostiquer un état de psychose chez une personne ou relativement au comportement d'une collectivité que si l'on croit détenir une connaissance certaine sur la réalité vis-à-vis de laquelle on constate une perte de contact. Or, pour l'homme et non pas seulement pour le philosophe, la réalité demeure encore et toujours une question. Qu'est-ce que la réalité ? Cette question apparaîtra vaine et inutile à beaucoup, surtout si l'on s'en tient à la réalité qui, pour le plus grand nombre, va de soi ou à celle que nous impose le discours médiatique. Dans ce cadre, sous la pression constante d'une parole proliférante et pourtant univoque, la réalité ne fait absolument pas question. Elle s'impose à l'esprit aussi spontanément qu'une sensation se perçoit par les sens. Il est donc facile de repousser toute question sur elle, comme on repousse des considérations d'ordre métaphysique, qui apparaissent vainement abstraites, c'est-à-dire très éloignées de notre vie quotidienne, dans ce qu'elle a de très concret et de très pratique. Cependant, l'homme n'étant pas seulement un animal qui, en tant que tel, vit dans le monde par les seules forces de ses sensations et de son instinct qui lui permet d'y faire un tri, cet homme, même si on ne considère que le seul rapport à ses sensations, se voit contraint d'y mettre un certain ordre aussi par la médiation, non pas de son instinct, mais de son esprit, qu'il le veuille ou non. Lorsqu'on plonge un bâton droit dans l'eau, ne le voit-on pas former une courbure sous le coup d'une illusion d'optique ? Combien de mirages ne voit-on pas dans un désert ? Ne nous arrive-t-il pas d'avoir froid lorsqu'objectivement, pourtant, la température est élevée ? Ou bien encore d'avoir faim ou soif, bien que nous nous soyons rassasiés copieusement quelques heures auparavant ? Dans nos relations aux autres, combien de fois ne nous sommes-nous pas trompés sur leurs réelles intentions ? Combien de fois ne les avons-nous pas suspectés de malveillance, de médisance, d'égoïsme ou d'indifférence, alors qu'en vérité il n'en était rien ? Combien de fois n'avons-nous pas cru sur parole un vendeur de rêves, en oubliant complaisamment que son travail était de vendre ? Comment connaître le cœur des hommes ? Question insoluble pour tous ceux qui l'estiment importante, sinon vitale.
Qu'est-ce que la réalité pour l'homme ? Qui peut prétendre y avoir un accès direct sans une grille de perception que seul l'esprit est capable d'édifier ? Qui pourra dès lors prétendre édifier la grille de perception la plus efficace ou la plus légitime pour nous approcher au plus près de ce que nous appelons la réalité ? Même les sciences dites exactes en perdent leur latin quand elles s'obstinent à vouloir la sonder dans ses ultimes tréfonds. Arrivées au bout, elles y découvrent de nouveaux abysses, qui du reste menacent les théories qui leur ont permis pourtant d'accomplir leur avancée jusque-là. Les mathématiques ne sont-elles pas considérées comme la mère de toutes les sciences qui aujourd'hui fondent notre rapport au réel ? Et pourtant, qui a déjà constaté l'existence d'un carré, d'un cercle parfait ou encore d'un triangle dans la nature ? Qui a eu déjà l'occasion d'observer ce rien, ce néant auquel renvoie ce nombre si curieux et pourtant nombre sans lequel aucune science mathématique ne se tient sur ses deux jambes, et qui est le nombre zéro. Il faut par conséquent insister sur le fait que la question de la réalité reste et doit rester à toute époque une question d'une brûlante actualité, à plus forte raison lorsqu'on parle de réalité éthique et politique. Car c'est précisément dans ces domaines de réalité que la vision qu'on peut en avoir détermine très fortement la réalité qu'on aura à vivre. J'en profite ici pour apporter quelques précisions concernant ces deux derniers termes. J'appelle éthique cet ensemble de manières de vivre qui constituent chez les membres d'une communauté politique les habitudes réflexives et comportementales apprises qui, à leur tour, régissent tous les aspects de leur existence. Dans la foulée, j'appelle politique ce lieu de réflexion, de décision et d'action capable d'indiquer et d'inspirer à tous les membres de la communauté les manières de vivre qui, à leur tour, sont les plus capables de répondre aux diverses situations vécues par cette même communauté, mais les plus capables aussi de les en élever afin qu'ils prennent soin de toutes les parties constitutives de leur être. La politique est ainsi l'art de faire face à une certaine réalité historique et sociale à partir d'une certaine réalité humaine, opérationnelle, qui, quant à elle, demeure très loin de renvoyer à une nature figée. On voit donc à quel point la notion de réalité est centrale et cruciale pour tout ce qui regarde des décisions d'ordre politique. La vision qu'on s'en fait détermine non seulement l'action, que ce soit du groupe ou des individus, mais cette vision détermine aussi et surtout la réalité qui adviendra par cette action, réalité face à laquelle une autre action devra être menée, et ainsi de suite, sans fin. On voit ainsi que la science politique ne peut être qu'une science expérimentale. Il n'est pas possible à l'homme de s'y rapporter sur la base d'un savoir définitif et absolu. En la matière, on ne peut donc que tâtonner en faisant des suppositions, en formulant des hypothèses, suppositions et hypothèses, toujours à vérifier par l'action. La science politique moderne, quant à elle, celle qui a été conçue et formulée à partir de la Renaissance, et que nous continuons à considérer comme la seule grille de perception de la réalité sociale et politique possible, cette science fait comme s'il était possible de fonder sur l'homme un savoir définitif et absolu, et sur lui-même, et sur la marche des sociétés, savoir qui, par conséquent, sur certains aspects fondamentaux, ne doit plus poser question. En effet, selon Machiavel, précurseur et chef de file de la science politique moderne, l'homme serait mu par un certain nombre de nécessités qui conditionneraient tout aussi nécessairement la plupart de ses situations d'existence. Ces nécessités sont un désir de posséder et un désir de gloire, double désir qu'aucune raison
et qu'aucune manière de vivre ne peuvent réprimer. Ce double désir constituerait une nature, la fameuse nature humaine qui a fait couler tellement d'encre. C'est sur la base de cette nature ainsi décrite, je devrais plutôt dire ainsi prescrite, que se sont constitués les États modernes dont l'une des fonctions premières a été d'encadrer ces désirs et par la suite d'en faire le ressort de l'économie productiviste et consumériste dont nous connaissons actuellement l'apogée. Mon Antonine, j'évite autant que possible de t'embarrasser l'esprit avec des citations, mais je crois qu'ici, il est important de montrer à quel point les décisions que nous prenons concernant notre vision de la réalité politique déterminent décisivement l'avènement d'une certaine réalité politique à vivre. Les citations qui suivent viennent de deux penseurs politiques qui inaugurent la vision de nos sociétés et l'idée que les hommes qui les gouvernent se font de la politique, la vision aussi des actions qu'il y est, selon eux, nécessaires de mener. Ces citations permettent aussi de mieux comprendre l'état de double ignorance qui caractérise l'attitude de la classe politique actuelle et dont je faisais état dans ma dernière lettre. La première citation est de Thomas Hobbes. Les deux secondes sont de Machiavel. Je place au premier rang, dit Thomas Hobbes, à titre de penchant universel de tout le genre humain, un désir inquiet d'acquérir puissance après puissance, désir qui ne cesse seulement qu'à la mort. L'on peut dire des hommes généralement ceci, nous dit Machiavel, qu'ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, lâches devant les dangers, avides de profit, tant que vous leur faites du bien, et quand le besoin est éloigné, ils sont tout à vous, vous promettent leur richesse, leurs biens, leur vie et leurs enfants. Mais quand le besoin s'approche de vous, ils se détournent. Il faut donc que le fondateur d'un État et que le législateur supposent par avance que tous les hommes sont méchants, et qu'ils sont prêts à mettre en œuvre leur méchanceté toutes les fois qu'ils en ont l'occasion. Lorsque ce penchant demeure caché, cela provient d'une cause ignorée, que l'on ne discerne pas parce que l'on n'a pas fait l'expérience du contraire. Le temps, père de toute vérité, le fait finalement découvrir. Fin de citation. C'est bien parce que l'homme est perçu comme avide de gloire et de richesse, c'est parce qu'il est nécessairement perçu comme avide de puissance, celle-ci symbolisant l'apothéose des deux premières avidités, qu'il apparaît nécessaire de fonder un État qui en tienne compte. Il s'agit là, à leurs yeux, d'une nécessité au sens fort du terme, c'est-à-dire une nécessité qui s'impose à toute volonté de changement. Dès lors, en tenir compte veut dire qu'il faut que ces avidités puissent s'épanouir, mais dans les bornes, bien sûr, de la viabilité de la communauté politique. En d'autres termes, chacun doit pouvoir épancher ce type d'avidité qui caractérise sa nature la plus profonde, sans que cela ne nuise fondamentalement à la possibilité de vivre ensemble dans un État fondé constitutionnellement. Il faut mettre les choses au clair. Fonder toute une politique et ainsi déterminer les manières de vivre des peuples sur la base de telles nécessités, c'est tout d'abord supposer qu'on détienne des modes de connaissance absolus, ceux-là même par lesquels on se croit capable d'identifier ces nécessités. C'est ensuite supposer, sur la base de ce premier savoir, qu'on est capable de savoir aussi définitivement ce que peut être le meilleur pour l'homme ou ce qui peut le rendre heureux ou le moins malheureux possible. Car si la manœuvre vise à le rendre plus malheureux qu'il n'est, on n'en verrait pas vraiment l'utilité. C'est enfin restreindre considérablement la part expérimentale de l'action politique. Voilà donc les trois certitudes que personne ne remet en question,
mais qui fonde cependant le savoir que mobilise de nos jours toute vision, décision et action politique. 1. La certitude de détenir une grille de perception universelle et immuable. 2. La certitude de ce qui vaut le mieux pour l'homme. 3. La certitude que ces deux premières certitudes limitent nécessairement l'expérience qu'on peut avoir de la politique. Or, le savoir dont il est question et que ces grands penseurs se targuent de détenir sur la base de leurs seules observations personnelles, ce savoir dépend de la science la plus incertaine qui soit, à savoir la science historique. Mais qu'est-ce que la science historique ? Sinon cette science qui regarde les actions des hommes. Et ces actions en tant que telles, ne dépendent-elles pas, elles aussi, de décisions humaines, et donc de croyances, de choix, de valeurs ? Et ces décisions, ces croyances, ces choix, de quoi dépendent-ils ? Si ce n'est d'une certaine vision de la réalité et d'une certaine vision du bonheur, toutes deux particulières. En outre, ces savants, à partir de quoi peuvent-ils juger que, dans l'histoire qu'ils disent avoir fouillée de fond en comble, certains choix en faveur de telles ou telles actions sont dignes d'être considérés et d'autres non, si ce n'est précisément à partir de l'idée du bonheur de l'homme qu'ils se sont formés pour eux-mêmes. À ce propos, Aristote tient des propos d'une grande sagesse dans l'Éthique à Nicomaque, propos que chacun gagnerait à méditer profondément. Les hommes, dit-il, et il ne faut pas s'en étonner, paraissent concevoir le bien et le bonheur d'après la vie qu'ils mènent. On affirme que ces historiens de la politique n'ont pas choisi. Ils n'ont fait que recenser et constater les faits. Ils n'ont tenu compte que des seuls faits. Les faits, rien que les faits. Derrière cet argument se cache encore le fantasme de la statistique. Puisque la majorité des hommes a agi de telle façon, on peut en déduire qu'ils continueront à agir de la même façon. L'argument est profondément absurde d'un point de vue politique. Il suffit d'ailleurs de le généraliser pour qu'on en pénètre l'absurdité. Ne prenons qu'un seul exemple. L'on constate que pendant le confinement, les violences conjugales ressurgissent jusqu'à devenir un fait majeur. Doit-on en conclure que l'homme est par nature constitué pour violenter sa femme et que si telle est sa nature, l'on doit concevoir des constitutions pour les États où les hommes puissent épancher dans les bornes de la sécurité publique leur désir naturel de frapper leur femme ? La réponse est immédiatement non. Oui, mais ce sont les faits, la réalité. Et ne doit-on pas être réaliste ? On voit bien par cet exemple qu'une proposition politique ne tire pas sa légitimité par la seule observation des faits, aussi majoritaire soit-il. Il faut bien plus. Cette observation n'en constitue que le point de départ. Lorsqu'on tient les propos suivants pour fonder toute une politique, l'on peut dire des hommes généralement ceci, comme le fait Machiavel. Cela veut dire simplement ceci. Moi, Nicolas Machiavel, j'ai constaté, sur la base de mes lectures, de mes observations et de l'idée que je me fais du bonheur de l'homme, qu'une grande majorité d'hommes et de femmes a décidé d'agir de telle ou telle manière, car j'ai supposé qu'elle a estimé qu'en agissant de cette manière, elle serait plus heureuse. Admettons que cette proposition touche à quelque vérité. Cela ne veut absolument pas dire qu'on puisse en faire le fondement d'une quelconque décision politique, et encore moins le fondement d'une perception de la nature humaine qui prétende à l'universalité. Dans ce dernier type de décision qui regarde les manières de vivre à adopter pour tendre vers le plus de bonheur possible,
Il n'y a en effet aucune vision statistique qui puisse valoir. Ce n'est pas parce que la majorité se rue au précipice qu'on doit en conclure qu'on doive impérieusement la suivre pour être heureux. L'histoire nous montre d'ailleurs que d'innombrables décisions collectives finissent dans des drames inextricables, et parfois dans un bain de sang et une frénésie de violence sans nom. La science historique regarde l'agir de l'homme qui repose lui-même sur des choix, des croyances et un ordre de valeurs. Par conséquent, comment prétendre, dans ce type de science, atteindre à quelque vérité que ce soit, quand on sait surtout que la vérité qu'on pense avoir trouvée aura un impact certain sur notre avenir et notre destin politique. Pourquoi aussi ne pas chercher d'autres manières de vivre que celles qui conduisent systématiquement à la guerre et au conflit, que celles des aspirants au pouvoir et de leurs courtisans qui usent de ruses, d'intrigues, de mensonges, de corruption et de violence ? Pourquoi ne pas tenir compte des hommes et des femmes qui vivent paisiblement, qui pour cela ne font pas nécessairement de bruit, en se retirant de l'agitation du monde ? Ils sont moins nombreux, moins voyants et moins bruyants, certes, mais ils existent, eux aussi, et pourtant ils ne semblent jamais repris et comptabilisés comme des faits historiques. Je le répète, la science politique doit tenir compte d'une certaine situation, celle qui nous fait face dans notre réalité, dans notre actualité la plus proche. Elle doit tenir compte aussi d'une certaine réalité opérationnelle qui renvoie aux capacités humaines d'y répondre le mieux possible pour la construction d'un avenir qui nous soit davantage propice. Ces trois domaines, 1. La réalité d'une situation, 2. La réalité de nos capacités pour y répondre, et 3. L'idée qu'on se fait de la réalité qui suivra après notre action et qu'on espère meilleure grâce à celle-ci, ces trois points dépendent de manière irréductible de l'idée qu'on se fait du bonheur. Or, cette dernière idée ne dépend pas en dernier recours d'un savoir historique. Cette idée dépend d'une réflexion par essence anhistorique, car elle regarde un avenir sur lequel aucun type de savoir absolu ne peut être fondé, tout simplement parce qu'il n'existe pas encore. La science politique demeure donc résolument une science expérimentale. On formule des hypothèses qu'on vérifiera par l'expérience, et il importe peu que cela prenne des siècles, voire des millénaires. Le temps avance inexorablement. Il faut marcher avec lui, qu'on le veuille ou non. La science moderne, quant à elle, a fait l'hypothèse d'une avidité irréductible et nécessaire de gloire et de richesse pour la constitution des sociétés et pour la régulation de l'agir humain. Cette hypothèse a conduit à l'adoption d'un modèle économique productiviste qui tend à satisfaire dans la vie de chacun cette double avidité désormais indifférenciée. Force est de constater, de par l'expérience que nous en faisons actuellement, que cette hypothèse n'est pas la bonne. Tout autant l'hypothèse qui lui est préalable et qui prétend fonder une politique sur un savoir absolu et définitif sur l'état de la nature humaine. Cette hypothèse est certainement l'hypothèse politique la plus nuisible que l'homme ait jamais formulée. Il est temps désormais, chère Antonine, de retourner à la question et de faire de la science politique un véritable art de vivre à la portée de tous et de chacun, en commençant tout d'abord par en faire l'objet d'une question. Dans ma dernière lettre, si tu t'en souviens, nous sommes arrivés au constat suivant. Actuellement, les hommes et les femmes sont dans un état de méconnaissance totale concernant les dimensions constitutives de leur être, dimensions dont ils doivent pourtant prendre un soin infini s'ils souhaitent accéder à quelque bonheur. Ces dimensions sont 1. L'économique, 2. Le symbolique
et 3. Le spirituel, terme technique pour désigner ici l'esprit ou l'intelligence. La première renvoie dans l'âme ce que les anciens ont nommé épitoumia, la deuxième thumos et la dernière logistikon. On peut encore les nommer concupiscible, irascible et intellect, termes qui en sont les traductions françaises. Pardonne-moi l'allure quelque peu technique de ces termes, mais ils nous seront bien utiles pour nous éviter à l'avenir de longues périphrases. Quoi qu'il en soit, on voit tout de suite que ces termes ne servent pas à désigner un état ou une nature figée chez l'homme. Ils servent tout au contraire à indiquer des capacités opérationnelles ou encore les ressources intérieures sur lesquelles il peut compter pour réfléchir, se décider et agir. Cette perception opérationnelle de la nature de l'homme lui donne accès à des actions qui sont considérées comme incertaines et imprévisibles et où tout est possible. La méconnaissance de ces 3 dimensions a conduit à promouvoir des manières de vivre qui ont plongé la majorité des populations actuelles, et surtout les pouvoirs politiques, dans un état d'asphyxie et de prostration, très étrangement d'ailleurs actualisé et symbolisé par la propagation d'un virus qui provoque des difficultés respiratoires sévères et parfois mortelles, d'un côté, et par le confinement de la majorité de la population active de l'autre. Le seul remède politique capable de faire face à cette situation est celui qui aidera à ce qu'on reconnaisse cette méconnaissance néfaste de l'action humaine, tout en donnant les moyens à chacun de la combler autant que possible, non pas seulement dans l'esprit de ceux qui nous gouvernent, mais surtout dans l'esprit de chacun d'entre nous. Ce remède doit donner à chacun des outils réflexifs pour comprendre comment nourrir, de la meilleure manière qui soit, et selon une certaine hiérarchie dans les valeurs, à promouvoir et à défendre, toutes ces parts constitutives de son être, en vue de constituer enfin une communauté politique tout à la fois durable et vivable. Que chacun devienne capable d'y mettre un certain ordre, celui qui lui apparaîtra le plus utile, utile à soi et aux autres. Cette mise en ordre commence donc tout d'abord par le discours. Celui qu'on tient sur la réalité et sur les actions qu'on peut y mener. C'est la fonction première de ces lettres que je t'écris, mon Antonine, que de te donner les moyens d'opérer cette mise en ordre dans les discours que tu te tiens à toi-même et pour toi-même. Inutile donc d'en dire davantage ici. Poursuivons par ce qui est le plus facile, à savoir la dimension économique de l'existence. Pour ce faire, je te propose de revenir à l'économique de Xénophon, dont je t'ai déjà parlé. Il m'apparaît être d'une extrême utilité, car il propose d'envisager l'économie, non pas à partir des grandes structures politiques qui, comme on peut le voir, échappent en grande partie à tout pouvoir humain, mais à partir de l'économie personnelle de chacun. L'ouvrage propose en outre une définition de l'économie qui nous permet d'articuler celle-ci à la dimension sociale ou symbolique de l'existence, la dimension qui se rapporte à notre thumos et à notre désir de reconnaissance. Enfin, une fois dégagé du contexte sociopolitique auquel le dialogue est ancré et auquel il tente de répondre, il contient une liste de stratagèmes très concrets, en grec stratagémata, à savoir des préceptes d'action directement accessibles et applicables pour nous permettre de modifier notre regard et notre action dans le domaine de notre économie personnelle. C'est une manière de redonner un véritable pouvoir d'action à chacun, pouvoir à la fois réflexif, pratique et concret, et pouvoir surtout qui permet de conférer à cette action
une portée et une signification décisivement politiques, quand bien même ne serait-elle que de nature strictement économique. Sans plus attendre donc, entrons dans le vif de ce dialogue socratique afin d'en retirer ce qui nous sera le plus utile. Dès l'entrée, Socrate entend définir l'économie. Cela dit, la définition proposée se fera de manière progressive, car il importe de bien comprendre chacun des termes qui la composent. Voici comment Socrate et Critobule, son premier interlocuteur, définissent l'économie. L'économie est l'art d'administrer un domaine. Ni le terme d'art, ni celui d'administrer, qu'on peut aussi traduire par gouverner ou par gérer, ne retiennent l'attention des deux interlocuteurs. Ce qu'il importe de considérer et de préciser à leurs yeux, c'est le terme de domaine. Mais revenons ici sur le terme d'art, car s'il ne pose pas de difficulté pour un grec instruit du 5e siècle avant notre ère, le langage courant actuel, en revanche, en a perdu quelque peu le sens. Quelques explications ne nous seront donc pas inutiles. L'art, en grec techné, qui a donné le mot technique en français, désigne l'ensemble des règles et des opérations à la fois physiques et mentales, règles et opérations à suivre pour prendre soin d'une chose. Et prendre correctement soin d'une chose, c'est l'acte par lequel on améliore cette chose. Ainsi, pour Socrate, l'art qui améliore la chaussure, par exemple, c'est celui du cordonnier. L'art qui améliore le corps, c'est la gymnastique. Celui qui améliore notre intellect, c'est la dialectique, nous dit Socrate dans l'Alcibiade de Platon. Et l'on peut poursuivre ainsi indéfiniment. L'art qui améliore la santé, c'est une certaine hygiène de vie ou la médecine. Celui qui améliore la terre pour la rendre fertile et productive, c'est l'agriculture. Celui qui améliore les relations humaines, c'est la politique, et ainsi de suite. L'économie est donc l'art qui améliore une chose ou un domaine spécifique de choses. J'ajoute cette dernière précision. Lorsqu'on dit que l'art désigne un ensemble de règles et d'opérations, ces dernières sont surtout celles qui sont à la portée d'un individu, et non pas celles qui régulent une structure politique dont le fonctionnement dépasse le pouvoir d'un seul individu. Ainsi, ces règles et opérations regardent surtout les habitudes réflexives et comportementales qu'un homme peut former en lui par apprentissage pour se conduire dans ses diverses activités, de la délibération à l'action proprement dite, en passant par la prise de décision. Ce point est important car la politique moderne tend à ne considérer la politique qu'à partir des grandes structures économiques, administratives ou institutionnelles, et réduit ainsi la valeur politique de l'action individuelle à néant. Cette manière de voir rend les citoyens extrêmement dépendants des décisions politiques de portée structurelle. Ces derniers en attendent d'ailleurs beaucoup et s'emportent contre elles si, à leurs yeux, ces décisions ne comblent pas leurs attentes. Cela les rend aussi passablement ignorants sur le pouvoir politique réel dont ils disposent en tant que citoyens. Pouvoir certes moins élargi qu'une structure, mais ô combien plus précis et d'une portée considérable si par extension il se généralisait. Au lieu de rêver avoir un impact sur des mégastructures, que chacun puisse se focaliser sur son réel pouvoir d'action, à savoir, tout d'abord, ses facultés et ses dispositions personnelles grâce auxquelles il peut agir, et ensuite rayonner sur son environnement proche. N'est-ce pas là la base de toute véritable politique ? Passons maintenant au terme de domaine. Les deux interlocuteurs s'accordent assez rapidement pour y voir l'ensemble des choses qu'on possède. Ce qu'on possède, ce sont des biens.
Mais pour être véritablement considéré comme tel, ne faut-il pas nécessairement qu'il nous soit utile, c'est-à-dire qu'il nous procure un bien réel ? Le nous est très important ici, tout aussi important que la notion d'utilité. De fait, dès lors qu'il est question d'utilité, cette utilité aux yeux de Socrate doit immédiatement et prioritairement être comprise dans sa portée politique, quand bien même il n'est question que de son économie personnelle. Ce point marque ici encore une rupture avec nos modes de pensée qui distinguent très nettement les activités économiques des personnes, qui pour nous relèvent du domaine privé d'un côté, et le rôle que ces mêmes personnes peuvent tenir ou non dans l'activité politique, qui quant à elle relève du domaine public. La précision socratique, en outre, tend à étendre considérablement la notion de bien. Celle-ci, en effet, peut s'appliquer certes à la maison, au terrain, aux chevaux et à tous les outils et objets qu'un citoyen grec possède pour prendre soin de son domaine, mais la notion de bien s'étend aussi aux relations de différentes natures qu'il entretient avec les autres citoyens. Ainsi, un ami, par exemple, est aussi un bien qu'on possède et dont on peut faire, comme avec tous nos biens, un bon usage. Enfin, quand Socrate parle de bon usage, la qualité de ce dernier est évaluée au regard de sa contribution au bien public. Il n'y a de bon usage que lorsqu'il contribue d'une manière ou d'une autre au bien de la cité. En conséquence, cette extension et cette subordination des biens qu'on possède au bien public ne fait pas de l'économie une fin en soi pour l'homme, comme nous le faisons aujourd'hui, mais place l'économie au rang de moyen pour une autre fin, une fin qui est de nature politique. L'économie est au service de la politique qui, quant à elle, ne s'y réduit pas. Il nous faut donc retenir cette information très importante. L'économie sert la politique et non pas l'inverse. Et la politique ne se réduit pas à la seule activité économique. L'art politique transcende et dépasse toute économie, même si elle en a besoin pour pouvoir s'édifier. Voici un extrait qui énonce très exactement ce principe de subordination de l'économie aux politiques dans le dialogue de Xénophon. L'agriculture, qui à l'époque était avec la guerre et le commerce l'une des principales sources de l'économie d'une cité, l'agriculture est une occupation qui est une source de plaisir, mais aussi un moyen d'accroître sa maison et d'exercer son corps, et ceci afin de se mettre en état de remplir les devoirs d'un homme libre. Cette subordination de l'économie aux politiques a cet avantage de donner la possibilité aux citoyens de concevoir la véritable portée politique de leurs pratiques économiques effectives, des plus importantes aux plus insignifiantes. Absolument tout dans la vie du citoyen, représenté dans le dialogue par Iskomaque, le deuxième interlocuteur de Socrate, absolument tout, de ses possessions matérielles aux divers devoirs civiques qu'il remplit, en passant par ses dispositions et capacités, tant physiques que mentales et spirituelles, tous les aspects de son existence s'inscrivent et ne prennent sens que dans leur contribution au bien public. Cette contribution touche même ce qui relève de l'esthétique de l'existence, à savoir les attitudes, les manières de se présenter en société, les vêtements, le code de politesse, jusqu'à l'idée qu'on peut se faire de la beauté des hommes, des femmes et de toutes choses. Chacune de ces choses prend une signification, dès lors, décisivement politique. L'agriculture, déclare encore Iskomaque ailleurs, est l'occupation la plus propre à développer la beauté et la force du corps,
et laisse aux âmes une entière liberté pour songer aux amis et à la chose publique. » Fin de citation. De cette manière, si l'on reconnaît que l'art politique est cette science qui donne les moyens d'accroître une maison, un domaine, cet accroissement ne prend sens que s'il est utile à la cité. Il faut donc bien comprendre que cet accroissement ne s'inscrit en aucun cas dans la perspective d'une jouissance privée, car l'art économique promu par Xénophon, s'il fait de l'accroissement l'un des critères déterminants du salut de la cité, il l'associe néanmoins très fortement à un art de vivre cadré par une stricte sobriété et une maîtrise raisonnée des passions et des humeurs qui nous poussent à consommer. J'y reviendrai lors de mes 2 prochaines lettres, car ce point est pour nous très important. Je termine celle-ci par ces dernières considérations. J'ai défini plus haut la politique comme l'art de faire face à une certaine réalité historique et sociale à partir d'une certaine réalité humaine, opérationnelle. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'une science expérimentale qui doit tenir compte d'un certain état de la réalité politique qui lui fait face. À l'époque de Socrate et de Xénophon, ce qui caractérise irréductiblement leur réalité politique, c'est la guerre entre les différentes cités. À tel point que Platon, au début des lois, voit dans la guerre un motif politique perpétuel. Cette nature particulière de la réalité politique, qui n'est plus la nôtre, conditionnait considérablement les manières de vivre promues et développées par les cités et par chacun des citoyens qui les composaient, jusque dans leurs pratiques économiques et surtout dans les relations que les hommes et les femmes entretenaient entre eux. C'est toute une hiérarchie sociale qui se dessine, hiérarchie qui a pour fonction de répondre le plus efficacement possible à cet impératif politique premier que constitue la guerre. Cette hiérarchie, tu t'en doutes, et les mœurs qui l'accompagnent sont très éloignées des nôtres, fort heureusement. La société grecque ancienne pratique l'esclavage, et les rapports hommes-femmes sont cadrés par une supériorité quasi exclusive attribuée à l'élément masculin. Il va sans dire que dans la poursuite de notre lecture de l'ouvrage de Xénophon, nous aurons à cœur de départager ce qui appartient à ce genre de hiérarchisation et de mœurs sociales, d'un côté, et de l'autre, les raisonnements et les préceptes qui, par-delà cet ancrage historique et politique, nous apparaîtront utiles pour répondre à la situation historique et politique qui est la nôtre. Ainsi, pour Xénophon, les seuls arts auxquels doit s'adonner tout citoyen digne de ce nom, c'est l'agriculture et la guerre. Le choix de ces 2 arts conduit à la constitution d'un modèle éthique extrêmement encouragé et prisé. Je rappelle que par modèle éthique, j'entends l'ensemble des manières de vivre qui constituent chez les membres d'une communauté politique les habitudes réflexives et comportementales qui régissent tous les aspects de leur existence. Dans les réflexions qui suivent, il nous faudra donc définir le plus exactement l'état de notre situation économique et politique pour déterminer quel serait le modèle éthique à promouvoir pour que chacun puisse se donner les moyens de contribuer du mieux possible au bien public. Nous aborderons ce point lorsque nous en aurons terminé avec notre compréhension de la dimension économique de l'existence. Chère Antonine, lors de mes 2 prochaines lettres, j'approfondirai le rapport que Xénophon établit entre les pratiques économiques du citoyen et leur portée politique, pour conclure sur la liste des préceptes très pratiques et très concrets proposés dans le dialogue, les fameux stratagémata, qui constituent aux yeux de Socrate et d'Iscomaque l'art véritablement économique. Je t'embrasse, ma chérie. J'espère que tout cela n'est pas trop dense pour ta réflexion personnelle,
mais libre à toi d'en prendre un petit morceau à la fois. Je ne veux pas te causer d'indigestion. J'espère plus que jamais te revoir très bientôt, mon Antonine adorée.